chers téléspectateurs, bienvenue à cette deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui, une rétro-info de la semaine. On avait parlé pendant la première partie de la séparation du pouvoir, soi-disant la séparation du pouvoir en Algérie. On avait parlé de la crise entre Algérie et le Mali. On va continuer avec ce sujet puisque j'aimerais entendre l'avis, l'analyse de M. Salah Debbouze, Maître Salah Debbouze sur ce sujet. Si Salah Debbouze, on parle du Mali frère, d'un pays voisin stratégique, on a surtout pour l'Algérie, mais on est arrivé à un point où nous attaquons justice devant la Cour internationale de justice. Est-ce qu'on aurait pu, avec une vraie diplomatie, on aurait pu éviter cette escarade, M. Debbouze? Bon, il y a plusieurs aspects importants dans cette histoire. Premièrement, il y a des frontières tracées entre le Mali et l'Algérie avec une convention signée en 1983, déposée à l'ONU, mais qui délimite les frontières peut-être c'est la seule, je pense que c'est la seule convention qui délimite les frontières aussi précisément avec des points. C'est publié dans le journal officiel je crois, le 4 juin 1983. Donc là, avec cette convention, on ne peut pas se tromper. Si on arrive à déterminer le poids où le drone a été abattu, on ne peut pas se tromper sur la question de souveraineté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, même si le drone, moi, je ne partage pas l'avis de Nasser Djoudi et de Mohamed par rapport à, même si le drone avait franchi la frontière, ça ne veut pas dire que s'il a franchi la frontière, il doit être abattu. Et il y a un principe sur le plan international qui s'appelle le principe de la proportionnalité de l'utilisation de la force. C'est-à-dire, si ce drone était un équipement qui menaçait la sécurité de l'Algérie, il pouvait l'abattre, d'autant plus que le Mali n'a jamais été en guerre contre l'Algérie. Ça, c'est le deuxième principe. La troisième chose, ce point constitue un différend entre les autorités algériennes et les autorités maliennes qui a deux façons de le régler. La façon diplomatique et la façon d'une plainte au niveau international, au niveau tribunal de justice internationale, cour de justice internationale. Il n'y a pas une troisième voie. Soit la voie diplomatique, soit la voie, on va appeler ça d'arbitrage. Alors, les Algériens refusent la voie diplomatique et maintenant ils veulent refuser la voie de l'arbitrage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont, sur le plan politique et moral même, n'importe qui à qui vous dites qu'il y a deux parties qui ont un différend, une partie a toujours fait un pas et l'autre partie a toujours refusé le pas, c'est la partie qui refuse le pas qui a des choses à se reprocher. Autrement, pourquoi elle refuse le pas? D'autant plus qu'elle dit détenir des preuves. Comme a dit Mohamed, si les Algériens détenaient des preuves qu'ils sont dans leurs droits, ben, ils auraient présenté ces preuves. Maintenant, sur le plan de la procédure, c'est vrai qu'au niveau de la Cour internationale, il y a 72 pays qui acceptent la compétence de cette Cour internationale à tout moment. L'Algérie n'en fait pas partie. Il y a des conventions qui disent qu'en cas de litige, c'est la Cour internationale qui doit statuer. La Convention traçant les frontières et toutes les conventions entre l'Algérie et le Mali ne stipulent pas qu'en cas de litige, ils peuvent aller à la Cour internationale de justice. Il reste maintenant la disposition générale qui dit que pour saisir la Cour internationale de justice, il faut que les deux parties acceptent cette compétence. L'Algérie a déclaré ne pas accepter à l'avance. Elle n'a pas encore saisi la Cour, mais par le canal diplomatique. Et nous avons compris, moi j'avais compris à la réponse du ministre des Affaires étrangères, avec cet air un peu moqueur et hautain. Écoutez, le Mali n'a pas saisi, et façon de dire, même s'il le saisit, nous on va refuser. Nous on ne va pas accepter. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait cette prédisposition à ne pas aller, à ne pas accepter
d'aller de faire l'arbitrage là-bas. Moi, je trouve ça dommage. On n'est pas là pour discuter de la légitimité d'un régime ou d'un autre. Il y a deux pays, il y a deux autorités de fait accompli, il y a un incident. Donc, sauf que M. Debouze, vous avez dit que l'Algérie a refusé la solution diplomatique et bien sûr a refusé la solution d'arbitrage, mais pourquoi vous dites comme quoi l'Algérie a refusé la solution diplomatique? Et pourquoi d'abord elle refuse une solution diplomatique, surtout que Tebboune n'arrête pas d'insister sur notre fraternité, notre voisinage et tout? Ben, écoutez, Tebboune, il dit ça même au peuple. Il dit j'aime beaucoup le peuple, alors qu'il n'arrête pas de mettre les gens en prison. Il n'arrête pas de couvrir les corrompus, il n'arrête pas de couvrir, d'encourager tout ce qui fait mal au peuple et de dire des mots qui peuvent paraître des mots doux. Ils peuvent faire ça aussi au niveau international, surtout que quand ils sont en position de force. Les autorités algériennes, c'est connu maintenant, quand ils sont en position de force, excusez-moi le terme, je ne trouve pas un autre terme, ils emmerdent tout le monde, que ce soit au niveau national ou international. Mais quand ils sont en position de faiblesse, ils deviennent les plus grands diplomates. C'est-à-dire si demain, par exemple, les Américains leur donnent des ordres pour exécuter je ne sais pas quel truc, ben, ils vont sortir toute la diplomatie possible pour expliquer que regardez, parce que nous, on est respectés par les Américains, on a négocié et on a trouvé une solution très intelligente avec notre diplomatie, etc., etc. Mais quand ils sentent qu'ils sont en position de force, ben, regardez... Tu veux dire que M. Debouze, l'Algérie voit le Mali d'en haut, elle considère comme c'est un petit pays, que c'est négligeable? C'est clair et net. Quand l'Algérie, quand il y avait la guerre d'Algérie, quand il y a eu la révolution, le Mali était un refuge pour des Algériens. C'est aux Maliens de dire, par exemple, que nous avions aidé. Maintenant, on écoute Tebboune en train de dire, oui, le Mali, c'est nos frères, on est là pour les aider. Mais tu es quoi? C'est un pays voisin que tu dois respecter, que tu dois traiter en même titre et avec les mêmes égards que les autres pays qui peuvent te faire mal, la France et l'Italie et je ne sais pas moi, l'Espagne, qui peuvent te faire mal, avec qui tu es obligé de tenir un langage diplomatique de même hauteur et de même égalité. Encore une fois de plus, on n'est pas là pour discuter de la légitimité ou du régime de l'Algérie ou celui de Mali. Moi, j'oublie ça. Pour le moment, je parle de pouvoir, d'autorité, de fait accompli d'un pays et d'un autre pays voisin et d'un fait qui est arrivé aux frontières. Et il est clair par les agissements des Maliens et les agissements des autorités maliennes et les agissements des autorités algériennes que les Maliens contestent la version algérienne et que les Algériens ne veulent même pas en discuter. Donc pour moi, les Algériens, ils ont des choses à se reprocher et je dénonce énergiquement cette ère hautaine que les autorités algériennes ont envers en particulier le Mali, mais envers toute l'Afrique. Je trouve ça inspiré d'une arrière-pensée, je dirais même raciste. Je ne choisis pas mes termes, je le dis clairement. Vraiment, chouma. Très bien, Sidi Debouze. Donc, Rahmoul, tu as un petit mot à dire sur ce sujet? Rapidement. C'est juste un tout petit peu pour nuancer. Premièrement, la CIG agit pas soit par compromis, soit par clause compromissoire ou déclaration unilatérale. C'est pas une seule voie. Il y a des options. Toutefois, la Russie que j'ai citée un tout petit peu pour éclairer la lanterne, elle ne reconnaît pas, si vous voulez, c'est pas automatique. Il ne fait pas des pays qui ont reconnu automatiquement. Parmi les 62 pays, oui, mais n'empêche qu'elle a le droit de recours et elle l'a fait pour sa crédibilité et elle est sûre de ce qu'elle avance. Alors que c'est un pays autoritaire. Et j'aimerais aussi ajouter juste... Donc, à ton avis, l'Algérie, si elle avait des preuves, elle aurait dû aller à la Cour directement pour discréditer la version malienne. Et encore en termes de politique étrangère, d'après la Constitution,
c'est le président qui arrête et conduit la politique extérieure de la nation. À chaque fois, on dit qu'Attaf, ok, il exécute, d'après même ses dires. Et enfin, je termine, ça je suis juste pour l'ironie de l'histoire, les États-Unis d'Amérique, au départ, ils l'ont accepté, la CIG. Quand ils ont perdu face au Nicaragua, ils se sont retirés. C'est pour vous dire que si on veut avoir un aura international, il faut respecter toutes les instances internationales et agir pour toujours redorer sa diplomatie. Très bien. On passe au troisième sujet. Où est Nasser al-Din? On parle de l'arrestation, de la reddition de Nasser al-Din aujourd'hui. Restez avec nous. Nasser Djoudi, je commence avec toi, mon frère. On parle de cet événement, ou cette rumeur, on ne sait pas exactement si c'est une rumeur. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans. Comment déjà? On n'a pas de fumée sans. Ok, personne ne m'aide. Mais bon, qu'est-ce que tu en penses, assez Nasser, de cette rumeur, de cet événement, de ce cas de Nasser al-Din qui a fait l'événement ces derniers jours, et même on parle on en a parlé même par la presse étrangère, il n'y a pas de feu sans fumée. C'est ça ce que je voulais dire. Nasser. يعني سليم tu as dû commencer cette question avec Maître de Bose بعيدا عن نصر الجن كما يقول. Non, je parle de Nasser al-Din, c'est pas Nasser Djoudi. C'est vrai que Djin. Non, c'était important, je pense, la question avant de répondre à ta question, Selim. Yani, concernant donc ce différend qu'il y a entre l'Algérie et le Mali, on aurait pu peut-être avoir un peu plus de minutes, parce que ce qu'a dit Maître Salah Debouz est très important, mais aussi peut-être qu'il y a une vision aussi dans le sens où on dit ce n'est pas parce que on critique le régime algérien qu'on doit le critiquer sur toutes ses positions. Enfin, c'est un avis. Je pense aussi que le régime malien a une part de responsabilité. Certes que la responsabilité du régime algérien, elle est là parce qu'il y a des antécédents dans plusieurs dossiers concernant donc les dossiers diplomatiques, mais aussi l'intégrité du territoire algérien, et je pense que c'est très important de le regarder avec un œil qui défend un peu cette question. Revenons sur la question de Nasser al-Din, qui est malheureusement un symptôme très inquiétant de ce qui se passe en Algérie, à Salim, et de ce qu'ont soulevé plusieurs observateurs ces dernières années, cette instabilité au niveau des services de sécurité, au niveau des institutions de l'État, surtout sécuritaires, inquiète les Algériens et inquiète au plus haut niveau. Cette opacité par rapport au devenir de Nasser al-Din, il est où? Est-ce qu'il est caché? Est-ce qu'il est en fuite, fugitif? Est-ce qu'il a quitté l'Algérie? On ne sait pas maintenant, il y a des rumeurs malheureusement qui disent qu'il s'est rendu, donc on est dans les Algériens, ils sont spectaculaires d'une gestion qui vraiment inquiète. Pourquoi elle inquiète? Parce que on est en train de frôler la déliquescence de l'État. Jamais on est arrivé à cette situation, un Salim. Et c'est ça le danger. On est en train de parler d'un responsable des services secrets intérieurs algériens, du premier responsable. On n'est pas en train de parler d'un lieutenant, d'un commissaire. On sait très bien ce qui s'est passé après 2019. Des dizaines d'officiers et sous-officiers se sont retrouvés en prison.
Nasser al-Jinn lui-même, il a pris la fuite en Espagne. Ils l'ont ramené. Il a été promu général, on lui a donné cette responsabilité, on se rappelle très bien comment ça s'est passé quand il a été nommé à la mosquée d'Alger par Al-Majid Tebboune qui lui dit Wajid Rohek, c'est Nasser. Et là on se dit vraiment, est-ce qu'on est en train de vivre un film de Hollywood, un film de Netflix, des informations, des rumeurs qui viennent de l'autre côté de la mer par des influenceurs, dont une opacité qui inquiète, parce que les Algériens, au lieu d'avoir des informations claires par les canaux respectifs et tout ça, ils sont en train de voir des influenceurs qui leur donnent des nouvelles. Surtout à Nasser, peut-être la dernière image qu'on a eue de Nasser al-Jinn, c'était pendant la réunion avec Chenguira. On va voir les séquences de cette réunion, le jour de passage des concernants entre Nasser al-Jinn et son remplaçant. On va voir les séquences. Je reviens à toi, Nasser. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف سيد الفريق أول سعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم السبت 24 مايو على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي على التنصيب الرسمي للعميد أيتو عرابي عبد القادر مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للعميد حداد عبد القادر. Nasser, ça, c'est les dernières images. On l'a vu devant Chenguiriha, peut-être souriant, mais voilà, il a accepté son limogeage et tout. Maintenant, les Algériens ont découvert, non, finalement, il était en résidence surveillée. Peut-être il a été jugé au tribunal de Blida, peut-être ils l'ont emprisonné, puis on l'a transféré vers une résidence surveillée. C'est ça ce qu'ils ont découvert, les Algériens, finalement, tout ce qu'on voit à la télé avec ces cérémonies, tout le monde est content, tout le monde est souriant, mais derrière le rideau, on a vu, c'est une guerre féroce entre les clans. Et c'est ça peut-être le danger pour l'Algérie. Absolument, absolument. Cette instabilité, malheureusement, tu l'as dit, Salim, c'est une guerre clanique, on ne peut pas l'appeler autrement. Et c'est très, très inquiétant parce que cette évolution de la gestion des affaires de l'État, elle ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer parce qu'on parle des services secrets algériens. On n'est pas en train de parler du ministère de l'Agriculture. C'est les services qui devaient surveiller le territoire algérien des dangers. Et malheureusement, cette évolution de cette situation, elle est très inquiétante. Jamais on est arrivé à cette situation. Une année, est-ce qu'on l'a utilisé Nasser al-Jinn pour faire passer les élections présidentielles de 2024? Il a été éjecté comme ça, il y a quelques mois. Sans raison, et bien sûr beaucoup de rumeurs apparaissent. Est-ce qu'il a été sous résidence surveillée? Est-ce qu'il était emprisonné? On ne sait rien du tout. Et cette opacité dans la gestion des affaires de l'État, elle est très inquiétante, Salim. On ne peut pas dire et quand on voit ce qui se passe devant nos yeux, des grands officiers, des généraux qui sont en prison, des rumeurs ou des informations qui ne sont pas confirmées, qui disent que cet ancien chef des services secrets était en fuite. C'est ça la question qui se pose les Algériens. Parce que Nasser a bien dit, ça fait une année et demie, c'est l'Aïd passé 2024, Tebboune avait rencontré Nasser al-Jinn. Il lui a dit, prépare-toi, on va écouter cette séquence et on revient à toi, Mohamed Hamzi.
Bon, dans avril 2024, وجد روحك بعد اللي été nommé à la tête des services secrets intérieurs algériens. Il a été limogé, on l'a vu devant Chengriha, tout souriant, au moins tranquille. Hein, il a accepté ce limogeage, mais finalement, derrière la vérité, peut-être avec ces rumeurs, il a été mis sur résidence surveillée, puis il a essayé de s'enfuir, puis il a été peut-être. Il s'est rendu ou peut-être il a été arrêté, mais tout ça comme l'a dit Nassar, c'est des signaux qui font mal à l'image de l'Algérie d'abord, et ça montre le danger au village avec cette guerre des clans qui est de plus en plus visible, si je peux dire. Ouais. Premièrement, il n'y a pas de fumée sans. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de feu sans fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut qu'il y ait du feu pour qu'il y ait une fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Donc, et puis le reste, effectivement, on peut en discuter, on peut analyser. Mais ce qui ne peut échapper à personne, c'est qu'il y a une instabilité. Qu'il s'agisse des différentes premiers ministres qui sont passés, qui sont succédés, ou tout l'appareil sécuritaire. Ceci est un fait. Donc il y a une certaine instabilité. Et puis aussi, ça relève une autre question qui est technique. Parce que pour atteindre à prendre des postes importants, il faut bien qu'il y ait des enquêtes. Ces enquêtes montrent est-ce que vous êtes une personne qui peut exercer ou pas. Mais le fait qu'il y a des changements à chaque fois, on se pose sur la question, sur ces enquêtes, qui les fait, sous quelle base ils mettent des personnes à des responsabilités très importantes. Après, on ne sait même pas pourquoi ils sont relevés officiellement. Le reste, c'est ce qui se dit. Dans cette affaire, vous allez remarquer un autre paramètre. Il y a eu beaucoup de manipulation de l'information. Je ne parle pas de ceux qui sont innocents, ils se sont fait manipuler. Ça, ils sont innocents, ils aiment leur pays, parce que vous savez, on peut perdre sa rationalité par amour pour son pays. Tu parles de qui là? Tu parles de blogueurs qui ont circulé la Non, pas uniquement en général, parce que vous allez voir dans les réseaux sociaux comment que l'information elle a été un tout petit peu gonflée. Certains parlent, même ils ont appelé à ce que les familles des disparus doivent faire quelque chose à l'étranger. En Espagne, si jamais regardez, donc il y a eu trop de manipulation. Et puis je vous ai dit que ceux qui aiment leur pays peuvent se faire manipuler parce qu'ils aiment leur pays, ils ont peur pour leur pays. Et quand on perd la rationalité, on devient pratiquement sous effet d'une manipulation. Et les sentiments, il y a même un chercheur qui a écrit un livre sur la géopolitique des sentiments, c'est Dominique Mouizy, où il parle du sentiment de peur, d'humiliation et d'espoir. Et en Algérie, vous allez remarquer que le régime algérien excelle aussi dans la peur et de faire humilier même sa population. Parce que si vous êtes dans une très très grande panique, c'est pour ça que le régime Abdelmadjid Tebboune, à un moment donné, il a dit qu'il n'y a pas de crise entre le Mali et l'Algérie. Parce qu'à un moment donné, vous avez remarqué, tout le monde parlait de crise, attention l'Algérie, etc. Il a voulu un tout petit peu amoindrir. Mais là, quand un responsable important dans l'appareil sécuritaire, qu'il soit mis à la retraite, ou qu'il soit dans une résidence surveillée, ou qu'il soit en prison, le fait qu'il a pu déjouer l'appareil qui le surveillait, ça a une grande implication. Et bien sûr, c'est l'image de l'Algérie qui est ternie, qu'on le veuille ou pas. Et comme nous vivons toujours dans une Algérie, vous allez remarquer que même pour connaître le nom des généraux, à un moment donné, vous ne pouvez pas connaître leur nom. Par exemple, le général Haddadi a un nom de guerre. Un autre général a un nom quelconque. Donc cette philosophie de donner des noms, d'autres noms à des personnes fait partie aussi d'une forme, si vous voulez, de conditionnement de masse. Alors qu'en réalité, tout le monde a un nom et un prénom, comme tous les pays du monde. Les États-Unis d'Amérique, qui est un pays c'est des va-t-en-guerre, ils partent, tout le monde a un nom. L'appareil sécuritaire, vous n'allez pas trouver qu'un directeur de la CIA puisse rester 10 ans, 20 ans. Il y a un temps limité. C'est pour garder c'est pour faire peur à la population, comme quand c'est des gens. Il y a cette, le secret de la. Il y a cette façon de gérer justement, de faire entrer, de donner ce qu'on appelle les hiba, c'est-à-dire etc. Mais ça n'engendre pas un peuple de citoyens, premièrement. Et deuxièmement, il y a un deuxième paramètre. L'appareil sécuritaire, il a été déstabilisé le jour où le général Mohamed Mdine l'a quitté.
Parce qu'il y avait toute une façon de voir l'appareil sécuritaire, une organisation depuis, il est resté plus d'une vingtaine d'années. Le fait qu'il a quitté, il n'y a personne qui peut prendre son poste, faire de la même façon. Ils ont acquis un mode de fonctionnement que maintenant il est très difficile de le stabiliser encore. Mais par contre, s'ils ont travaillé, une personne reste 6 ans, ou maximum dans un poste, il cède sa place, il y a un autre qui le remplace. C'est l'instabilité. Chaque 6 mois, chaque 8 mois, il change de responsable. L'idée que je veux transmettre, c'est-à-dire qu'un appareil sécuritaire, il a des traditions de fonctionnement. Quand vous habituez un appareil sécuritaire à ce que celui qui le prenne pour une vingtaine d'années, donc il y a un mode de fonctionnement. Le fait qu'ils ont acquis ce mode de fonctionnement, il leur est très difficile de revenir à la stabilité. Donc par contre, quand vos institutions, par exemple, vous avez un responsable maximum 6 ans, il ne peut plus faire plus de 6 ans, quel que soit X. Donc ils savent qu'il y a une dynamique. Ils savent, donc c'est pour ça que je dis déjà dans le fonctionnement du renseignement algérien, il y a une tradition qui a été faite de telle façon que ce corps lui-même, il ne fonctionne pas comme tous les corps sécuritaires, du moins, par exemple, si vous prenez les États-Unis, etc. La même chose existait aux États-Unis à l'époque de Edgar Hoover. Il a fallu faire des mains et des pieds pour qu'Edgar Hoover parte du FBI. Parce qu'ils ont acquis un mode de fonctionnement. Donc c'est pour ça que l'Algérie nouvelle, si on veut parler réellement de l'Algérie nouvelle, de l'Algérie des institutions, il faut qu'il y ait un fonctionnement normal. Les généraux ont un nom et un prénom. Ils n'ont pas de surnom, etc. C'est des personnes qui ont des postes. Ils sont là pour servir. Ils sont là pour servir la patrie, ils travaillent, c'est tout à fait normal, ils ont des missions, l'armée doit être neutre. Il ne faut pas entrer cette forme de peur dans la tête des gens, et après c'est des scénarios. À chaque fois qu'il y a un bousculement, tout le monde se met à comprendre. Et bien sûr, dans un régime clanique, tout le monde maintenant est en train de réfléchir où sont ces clans. Mais la réalité, il y a un régime, les clans, ils existent, mais il y a un régime qui est en train de ne pas vouloir, il ne veut même pas partir d'un État A qui a démontré pratiquement toute sa faillite, et un autre État qui peut donner à l'Algérie l'espoir. Et c'est ce troisième sentiment qui a été montré dans ce livre de Dominique Musi, qui est l'espoir. C'est l'espoir qui peut faire vivre tous les Algériens, une Algérie de citoyens. Les institutions existent, c'est normal qu'il y ait des militaires. C'est normal qu'il y ait des généraux, c'est normal qu'il y ait des colonels, c'est normal qu'il y ait des universitaires, des chercheurs, des politiciens, mais un fonctionnement institutionnel. Et regardez même l'information, cette gestion de l'information. Parce qu'il était la tête du renseignement intérieur, tous les Algériens étaient, si vous voulez, scotchés à l'information. Alors qu'au lieu de dissiper les rumeurs, s'il est condamné ou emprisonné, le dire tout simplement, non, rien, statu quo. C'est comme les rumeurs c'est pas nouveau, hein. Oui, c'est comme la gestion de la rumeur quand Abdelmajid Tebboune est parti et on ne sait pas où. Il est revenu, il n'a même pas voulu parler. Donc cette forme de gestion ne peut pas être positive pour le peuple. Et quelque part, on est dans le droit de se dire, est-ce qu'il donne de la considération au peuple? Voilà. Très bien. Maître Debbouze, avec ces rumeurs, j'aimerais bien entendre Chengriha, il l'a dit plusieurs fois, comme quoi il faut faire face à la propagande, il faut faire face aux rumeurs. On va l'écouter sur ce sujet et je reviens à vous, Maître Debbouze. أن تطوير التفكير النقدي يساعد في حماية مجتمعنا من الوقوع في شراك الدعاية التي تستهدف التأثير على الرأي العام الوطني وخلق حالات من الشك وعدم الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن لتوجيهه وفق أجندات خفية وعليه. Maître Debbouze, il faut développer la critique entre les Algériens pour essayer de faire face à ces rumeurs, à cette propagande. Mais voilà, on voit, comme l'avait bien dit Nasser Djoudi et Mohamed Amziane, cette opacité de la gestion de l'information. On dirait que soit on ne donne pas d'importance à la population, ou soit ils ne savent pas comment gérer l'information, ou soit finalement c'est exprès pour essayer de passer des messages entre clans. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, M. Debbouze? Je pense que ce que dit Chengriha est vrai, sauf qu'il y a un mot que je ne comprends pas, c'est quoi Chirac? Je ne sais pas. Est-ce qu'il parle de Chirac, l'ex-président
de la France, ou Chirac, un mot qu'il a inventé pour dire quelque chose que je ne comprends pas, je ne sais pas. Bref, il dit qu'il faut éviter la propagande pour embrouiller la population, il faut de la clarté. Tout ça est vrai, mais c'est des pratiques que lui-même et le régime en place qui font. Maintenant, il est facile de dire, de reprocher aux gens qui cherchent la vérité, de le faire en les accusant de pratiques que soi-même on fait. C'est-à-dire maintenant, chez Ngriha, il reproche aux gens qui veulent que les choses publiques soient traitées avec le maximum de transparence possible, en les traitant, eux, de gens qui font de la propagande. Or, nous savons que la propagande, c'est la plus grande spécialité du régime algérien, même avant l'indépendance. Souvenez-vous, quand Abban Ramdan a été liquidé et que le journal Al-Moujahid avait publié Abban Ramdan est tombé au champ d'honneur après l'indépendance, il y a plusieurs années. On apprend qu'il a été étranglé et ensuite on entend que à l'époque Farhat Abbas, qui était président du GPRA, était entré en colère. Il a dit que j'ai écouté ça tout à l'heure, Boudiaf, qui disait que Farhat Abbas il lui avait dit ils l'ont tué comme un lapin sans même m'informer. Donc ça se passait au sein du régime qui était le noyau de l'État actuel. C'est des pratiques que l'État, le régime en place, c'est lui qui fait ces pratiques. Récemment, il y a eu des tentatives pour ouvrir la chose publique un peu avec la transparence pour que les gens c'est-à-dire puissent comprendre ce qui se passe et donner leur avis pour permettre le développement. Il y avait par exemple dans les années juste avant l'arrivée de Bouteflika, il y avait le Conseil économique et social qui donnait des chiffres plus ou moins crédibles, qui avait une certaine indépendance sur lesquels on pouvait critiquer le gouvernement. Ce conseil, ils l'ont étouffé, ils l'ont tué. Maintenant, c'est Tebboune qui balance des milliards. C'est-à-dire, s'il se réveille le matin heureux, il va dire 10 milliards. S'il était malheureux, il va dire 2 milliards à sa guise. Donc, cette histoire de Nasser Djen, il n'est pas impossible que demain, lui-même peut être présenté à la presse pour dire « Écoutez, il n'y a rien eu. Moi, j'étais en arrestation, j'ai bénéficié d'une permission et je suis revenu chez moi. Je suis étonné d'écouter tout ce qui est en train de se dire. » La seule chose que nous, on peut sentir, c'est un sentiment très fort, et chez beaucoup d'Algériens, pour ne pas dire la totalité, c'est qu'il y a un malaise au sein du régime et qu'il y a une guerre intestine entre les clans et que ces clans ont un SMIC à respecter, ils ont certaines limites à ne pas dépasser, mais ils se livrent une guerre sans merci et que on est dans une situation d'équilibre terrible qui finira par un clan qui va un petit peu réduire l'autre. Et c'est le clan. Je pense que cette lutte précède, annonce le début de la préparation de la succession de l'équipe qui est en place, symbolisée par Tebboune Ngriha. Soit elle va continuer et elle va placer les gens qui vont lui plaire pour faire la suite, soit elle va être substituée par une autre équipe. Et on peut comprendre si l'un des deux clans en moi, je ne sais pas s'il y a deux clans ou plusieurs, a réussi ou pas, par rapport à l'armada de responsables qui sont en prison, qui appartiendraient à l'autre clan. S'ils sont élargis et graciés, c'est que ceux qui les soutiennent ont eu gain de cause. Sinon, ça sera le clan qui est en place qui va continuer. Les rumeurs de cet après-midi disent que Nasser Djen aurait négocié avec le clan en place certains termes pour mettre un terme à cette escalade. En fin de compte, peut-être que Nasser Djen n'est qu'une facette
de la bataille rangée entre les deux clans, ce qui peut expliquer qu'il aurait bénéficié d'une aide importante des réseaux qui devaient le surveiller pour le cacher, le faire disparaître, et pour faire comprendre au clan en place qu'il ne peut pas tout maîtriser, et que peut-être il y a eu des négociations entre les deux clans pour arriver à un minimum d'accord, mais tout ça se fait au dos des intérêts du peuple algérien. Ben justement, parlons des intérêts du peuple algérien, parce que plusieurs militants ils ont été arrêtés à cause de quoi? À cause, entre autres, de toucher le moral de l'armée ou تهديد الوحدة الوطنية, mais avec ces agissements, M. Debbouze, hein, quand les rumeurs, je ne sais pas ce que sont les rumeurs basées ou non, maintenant c'est toujours des rumeurs, mais pensez-vous que ces rumeurs, ces agissements, c'est eux qui vont franchement toucher, hein, si je peux dire, le moral de l'armée? C'est ça qui fait que l'Algérie est en danger devant ces pratiques, hein, quand même cette guerre de clans qui est de plus en plus visible, hein, si je peux dire, devant la population algérienne. Quand on arrête des gens pour dire que vous portez atteinte au moral des troupes, c'est une sorte de dire, écoutez, on se fait la guerre entre nous, ça ne vous regarde pas. Le peuple ne doit pas s'exprimer par rapport à ces guerres qui sont en train de se tenir à l'intérieur des clans. Occupez-vous de vos affaires et laissez-nous, parce que ça nous appartient, le pouvoir, et donc à nous de trouver, c'est ça le message que le pouvoir, enfin les autorités, j'appelle ça. Au début, on parlait d'un pouvoir, maintenant moi je parle des autorités, c'est des gens qui ont une autorité et qui sont en train de faire la guerre. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a des appareils, pour ne pas dire des institutions, il y a des méthodes, parce qu'il y a des gens qui sont formés, par exemple les services de renseignement, il y a des gens qui sont formés à des techniques, peut-être même qu'ils ont des équipements sophistiqués pour se renseigner. Peut-être qu'ils ont des techniques très avancées par rapport à ce qui se passe à travers le monde. L'Algérie a les moyens de former des cadres et d'avoir des équipements et des méthodes avancées. Le problème n'est pas là. Le problème, on utilise ça dans quel but? Si c'est dans le but de promouvoir le pays et d'apporter un bénéfice et de soulager la population et de protéger les intérêts du pays, pas ceux des individus, ça, c'est la chose qui est censée être le cas dans tous les pays du monde. Mais si ces techniques et ces moyens et cette logistique est utilisée pour réprimer, pour faire taire toute dynamique sociale qui peut être porteuse d'espoir réel et de développement de la société, si c'est pour étouffer tout cela, ben les moyens et les techniques et les intelligences, ils sont très mal utilisés et c'est à dénoncer. Ce n'est pas, nous sommes bien organisés, nous avons la technologie, nous avons les techniques, nous avons l'intelligence, ce n'est pas ça qui est important. Enfin, ça c'est important, mais le plus important, c'est comment l'utiliser. Est-ce qu'on l'utilise dans l'intérêt du peuple et de la société et du pays, ou on l'utilise pour défendre des intérêts personnels et claniques et détruire à l'occasion, et peut-être même pour avant tout détruire toute dynamique socio-culturelle ou politique même et économique. C'est ça le fondement de la problématique. Très bien. Mais Nasser, je dis, j'en viens à toi, Agma. De temps en temps, il y a des politiciens qui font des déclarations que peut-être vont dans le sens, si je peux dire, hein, dans le sens de l'idée que les Algériens font de la situation politique. On écoute Louis Zahnou, par exemple, on saisit de cette atmosphère de rumeurs, de propagande, qui gère qui donne l'information, comment aller gérer l'information. On écoute Louis Zahnou sur ce sujet, je reviens à toi, Nasser. إشاعات هذه المتزايدة سامة وقاتلة ومرعبة. إشاعات مرعبة قاتلة وسامة
وعلاش؟ على خاطر في غياب اتصال رسمي، يا با دو كومونيكاسيون اوفيسيال حول القضايا الوطنيه مهما كانت معقده ولا كانت بيان سور كاين اسرار دوله ماناش مطالبين بفضحها ولا نشرها، بصح كاين مستجدات ولا اشياء اللي من حق الشعب يطلع عليها باش يتحمل مسؤوليته اذا كاين مخاطر واذا كاين كذا، وباش يناقش من حقه يناقش كل القضايا اللي تخص مصيره اليومي، تخص مصير البلاد، تخص الامن القومي، تخص السياده نتاعنا. Tu l'as entendu, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui sèment c'est un poison entre la population, mais il n'y a aucune communication, aucun au moins des essais de pouvoir pour essayer d'expliquer, pour calmer le jeu, pour calmer les esprits. Non, il n'y a aucun geste du part de pouvoir. C'est comme s'ils ne se rendent pas compte de ce danger qui guette l'Algérie, surtout avec les rumeurs sur plusieurs cas, sur plusieurs sujets. On les a vus pendant des années, mais il n'y a aucune relation, plutôt aucune réaction du pouvoir. Louisa Hennoun, dans cette sortie, qu'il faut vraiment applaudir, parce que je pense qu'elle est l'une des rares responsables politiques qui a parlé de cette affaire. Des rumeurs, elle a qualifié de rumeurs toxiques. On parle de l'État, on parle de ses institutions, on parle du fonctionnement de ces institutions. Quand Maître Salah Debbouz dit qu'il y a un malaise, il n'y a pas qu'un malaise, c'est beaucoup plus. Et là, la question se pose, jusqu'à quand les enfants de ce pays sont en train de détruire ce pays, sont en train de le brider. Jusqu'à quand ces luttes claniques? Jusqu'à quand on impose cette façon de gérer le pays à la stalinienne, avec une vision des années 70, des années 80, qui ne correspond pas aux aspirations du peuple algérien et qui ne correspondent pas à la réalité que vit de notre monde actuel. On parle de l'intelligence artificielle, on parle des pays qui étaient sous-développés, maintenant c'est des pays émergents. L'Algérie, pour nous, avoir un PIB de 270 milliards, 300 milliards de dollars, c'est un acquis, c'est un exploit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette lutte clanique? Depuis 63, 62, on a vécu que dans les règlements de compte, que dans les coups d'État, que dans les assassinats politiques. L'Algérie, on n'a jamais eu une période où le peuple algérien était conscient des défis, qu'il était là, il veut construire son pays. Cette volonté, elle était là depuis 62. Le peuple, il veut construire son pays. Il veut que l'Algérie soit un pays développé, un pays démocratique, où l'Algérien a sa place. Il ne veut pas voir ses médecins quitter, il ne veut pas voir ses ingénieurs quitter parce qu'il y a le mal de vie, et il y a le Hugra, jusqu'à quand? Et ces questions-là, elles sont légitimes. On a entendu Louisa Hennoun, il n'y a pas que Louisa Hennoun. Moi, je te dis, Salim, c'est presque tous les Algériens qui se posent la question, à part les gens qui sont qui ont des bénéfices par rapport à cette gestion. Le Muqarrabin, comme on les appelle, qui disent vive le roi. Alors qu'on a vu ça du temps de Bouteflika, les gens qui disaient بلي خلوه يخدم ويخمم براسو والحمد لله الجزائر راهي في بر الأمان et tout ça. On a vu qu'est-ce qui s'est passé en 2019. Donc, est-ce qu'on est en train de reproduire les mêmes échecs, les mêmes politiques qui nous ont menés à des situations où le pays était exposé à une catastrophe? On parle de l'intégrité du pays, on parle surtout dans ces changements que connaît le monde, des changements brusques.
qui peuvent mettre à risque l'existence même de grands pays. Et si on ne prend pas conscience de tous ces dangers, là, malheureusement, on peut aller dans une situation, Rabbi Istar. Justement, Nasser, est-ce que tu penses qu'on vit dans un système patriarcal, l'Obawiya, il est là, et il pense comme quoi le peuple il a besoin de lui, il a besoin de penser à sa place, le peuple il a besoin il n'a pas besoin d'abord de savoir tout parce qu'il n'est pas encore majeur. En plus, on est là pour vous aider, pour vous montrer le chemin, l'Obawiya, on est vos parents, vous êtes nos enfants, vous n'avez qu'à nous suivre. C'est ça peut-être le sentiment de nos dirigeants. Et c'est ça, Salim, c'est le problème, c'est que, bien sûr, l'Algérie connaît des défis sécuritaires et tout ça. Louzzah nous l'a dit, on n'est pas là, l'Algérie ne veut pas connaître les secrets d'État. Mais quand on clochardise tout, quand on laisse pas d'espace politique pour les partis d'opposition, pour les militants politiques, on laisse pas un espace libre pour la presse, pour les médias, on va se retrouver face à une situation de médiocrité et de clochardisation de toutes les institutions. La preuve, on est en train de parler de Nasser el-Djinn, le premier responsable des services secrets algériens intérieurs. On ne sait pas. Vous vous rendez compte, Salim, 2025, l'Algérie fonctionne avec ces mécanismes-là, avec ces dogmes, aucun, je ne pense pas qu'il y ait un pays respecté. On peut connaître des épisodes où des gens, des services, ils peuvent prendre la fuite, comme on l'a vu avec Snowden, l'affaire de Snowden qui est partie en Russie et tout ça. Mais quand même, c'est une diarrhée qu'on est en train de connaître concernant donc le fonctionnement des institutions. On change un gouvernement comme ça. En 6 ans, on a connu 5 gouvernements à Salim. En 6 ans, cette instabilité. Le ministère de l'Agriculture, on nous dit que c'est un secteur qui fait 35 milliards de dollars de production, et que c'est alhamdoulilah, alors que ce ministère a connu 6 ministres en 6 ans. Un ministre chaque année. Donc cette instabilité, elle est très inquiétante. Elle est en train de nous amener à une déliquescence de l'État qui est une situation qui est très très dangereuse. Très bien. Si on vient à cette communication, à cette opacité, pensez-vous que tant que le pouvoir pense que le peuple n'a pas le droit de penser par soi-même, pour soi-même, et qu'il a toujours besoin de ce régime pour le guider, pour lui montrer le chemin, c'est le parent et le père, si je peux dire ça, de la population n'arrivera jamais à une solution. Le paternalisme, il existe dans toutes les institutions, même publiques. Nous l'avons vécu. Vous allez trouver même des enseignants parler à leurs étudiants. Donc il ne faut pas être étonné. Des adultes, je parle des adultes, je ne parle pas quand vous êtes à l'université, vous ne pouvez pas dire à un étudiant c'est pas possible, c'est un adulte. Au contraire, il faut former des hommes et des femmes. Donc le paternalisme existe dans les institutions, qu'on soit bien d'accord. Et pour la gestion de la rumeur, ça fait partie aussi des modes d'action. Et je rejoins Salah Debbouze quand il parle qu'il y a des méthodes, certainement qu'il y a des méthodes pour gérer les masses. Mais justement, nous, on ne veut pas de ces méthodes. On veut qu'il y ait des citoyens, des Algériens avec un esprit critique. Il y a certains domaines, il est tout à fait normal de ne pas connaître. C'est des domaines purement militaires, stratégiques, etc. Il y a certains domaines aussi qui sont régis par une protection. Il y a des lois. Par exemple, quand vous avez des brevets industriels, vous ne pouvez pas prendre un brevet et l'utiliser, il faut l'acheter. Il y a des modes d'action. Il y a un secret. Donc certains secrets, ils ne sont pas accessibles à tous. Mais on ne parle pas de ça. On parle de la vie de tous les jours. Regardez, maintenant, c'est un cas d'école. Il y a une rumeur. Bien sûr, il n'y a pas de fumée sans feu.
il y a un responsable, ex-responsable de la hiérarchie militaire qui s'est évadé à un moment donné. Ça, c'est une information importante. Il est tout à fait normal de faire comprendre. Le président algérien n'est pas, il n'est pas en Algérie. Il est tout à fait normal de savoir que son président n'est pas en Algérie, parce que n'oublions pas que ce que les Algériens ont vécu à l'époque de Bouteflika était, on ne veut pas le revivre. Un président malade, et bien sûr, on vous dit qu'il est capable d'assumer ses fonctions, il n'est pas un cadre qui est projeté, les gens respectent un cadre, donc c'est les mœurs politiques quelque part. Après le 22 février 2019, il y a une promesse que les mœurs politiques vont changer. On se rend compte que les mœurs politiques n'ont pas changé. Au contraire, il y a une instabilité. Cette instabilité engendrée par, qu'on le veuille ou pas, l'équipe actuelle qui a pris les commandes, et c'est l'équipe la plus pire que l'Algérie indépendante ait connue. Merci. يعطيك الصحة محمد رمضان رحمون بريزونتون بريزونتاسيون لي سالون تلميذك يعطيك الصحة سي ناصر جودي كشكرات سيغما ميرسي بوكو et bien sûr je remercie Maître Salah Debbouze avocat défenseur des droits de l'homme à partir de Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à cette heure. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous demain. Inch'Allah, Théad, Qimla Narbi, salam alaikum.